Bonjour à tous, bienvenue aux abonnés d'Omerta, bienvenue aux abonnés de notre application, également à ceux de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est un habitué d'Omerta, mais dont on dévore à chaque production, à chaque livre, ses lignes, ses écrits. En l'occurrence, c'est Jacques Beau. Jacques Beau, je vais vous représenter, je crois qu'on en est à peu près au 3e entretien chez Omerta. Et c'est bien à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il y a un livre, et à chaque fois, c'est souvent la guerre en Ukraine. Donc ça nous passionne. On aime avoir votre avis. Vous êtes un ancien officier de renseignement suisse. Vous avez été, donc vous avez dirigé, vous avez travaillé à l'OTAN, vous avez travaillé à l'ONU, vous avez travaillé aussi en Afrique. Une des grandes œuvres de votre vie, c'était la lutte contre le déminage. Tout ça, ça fait une carrière bien remplie. Vous avez été aussi aux origines, au moment où cette guerre en Ukraine a commencé, parce qu'on dit souvent qu'elle a commencé en 2022, mais en fait, elle a commencé en 2014. C'est ça. Et à l'époque, vous étiez en Ukraine, on en parlera peut-être, justement dans la formation de cette armée ukrainienne au moment de Maïdan, de la révolution de Maïdan. Donc vous connaissez bien cette région, vous avez écrit donc 4 ouvrages pendant cette guerre, et le dernier s'intitule « L'art russe de la guerre ». Alors, ma première question, elle est simple. Aujourd'hui, on est en janvier 2024. Vous écrivez l'art russe de la guerre. On regarde la situation qu'il y a sur le terrain en Ukraine. Qu'est-ce que c'est que l'art russe de la guerre? Est-ce qu'il y a une manière que les Russes emploient pour faire la guerre? Alors, la réponse simple à la question, c'est oui. C'est oui. Il y a une pensée militaire russe, il y a une manière de faire la guerre à la russe, mais en réalité, chaque pays a sa manière de faire la guerre. Là, ce qui est intéressant dans le cadre du conflit ukrainien, c'est que on a d'un côté une Russie qui a un appareil doctrinal, des moyens militaires, des moyens techniques, des officiers, des cadres, etc., qui sont tous, si vous voulez, cohérents, qui forment un ensemble cohérent. Et qu'en face, on a une armée ukrainienne qui est en réalité à cheval entre l'ancien système soviétique et un système de l'OTAN. Et comme vous l'avez dit en introduction, j'ai moi-même été d'ailleurs engagé, alors que je travaillais pour l'OTAN, j'étais engagé en Ukraine parce que en 2014, juste après Maïdan, il y avait des problèmes dans l'armée ukrainienne. Les soldats ukrainiens ne voulaient pas être engagés contre leurs frères russophones, on pourrait simplifier les choses comme ça, et il y avait de réels problèmes de discipline, de corruption, etc., à l'intérieur des forces ukrainiennes, sans parler des désertions qui avaient touché un niveau assez dramatique. Et l'Ukraine a donc demandé à l'OTAN de venir l'aider à reconstituer des forces armées. Et on a eu donc cet apport de l'OTAN, on a formé des cadres, etc. Et en plus de ça, durant le conflit, et ça on l'a bien vu dans nos médias, cette armée qui était initialement équipée de matériel ex-soviétique, se trouve tout d'un coup avec des Léopards, des Challenger, des Abrams, des Max Pro par exemple, qui avaient été conçus pour l'Irak et non pas pour le théâtre d'Europe occidentale. Et donc on a en face de cette espèce de monolithe russe, on a quelque chose de très disparate, presque un patchwork en face, à la fois doctrinal, au point de vue formation, au point de vue équipement, avec des équipements russes de vieille génération, des équipements occidentaux, mais toujours pas d'ailleurs du niveau de modernité de ce qu'ont les Russes. Et puis, on a, en plus de ça, c'est une armée qui est faite un peu de briquet de broc. Il y a des volontaires étrangers, il y a des paramilitaires, il y a des militaires. Bref, on a d'un côté quelque chose qui est cohérent, qui a une cohérence opérationnelle, et en face, une armée ukrainienne qui
qui s'est sans doute battu bravement, ça je ne mets pas en question la valeur et l'effort et la volonté de se battre des Ukrainiens, mais qui était organiquement, si vous voulez, ou structurellement hybride et disparate et qui n'avait pas la même cohérence pour affronter les Russes. Et c'est une faiblesse. Donc, si vous voulez, quand on parle, la raison pour laquelle j'ai appelé ça la Russie, c'est pour montrer la différence entre un système qui a une... Alors, le mot parfait, rien n'est parfait dans ce bas monde, mais en fait, il y a une grande cohérence équipementielle, opérationnelle, etc. Et en face, quelque chose d'un peu plus disparate, qui est devenu de plus en plus disparate au fur et à mesure que le matériel devait être remplacé par les matériels occidentaux, qui est disparate aussi au niveau de l'équipement, parce qu'on voit très bien aujourd'hui que les Ukrainiens ont besoin de munitions, or cette munition est en Occident. Donc on a quelque chose qui est décousu d'un côté, que tant bien que mal les Ukrainiens ont essayé de maintenir dans une cohérence, mais qui n'en a pas. Par conséquent, on pouvait déjà dire dès le départ que c'était mal emmanché pour les Ukrainiens. Alors, l'OTAN et la France, l'Europe, le monde, une partie du monde en tout cas, est venue au chevet de l'Ukraine au moment, après l'invasion russe de février 2022, apportant quantité de matériel, des formateurs de l'OTAN, vous en avez été un, depuis 2014 il y en avait auprès de l'armée ukrainienne. J'ai envie de vous poser cette question, est-ce que finalement le fait que ces armées, ces armes que nous donnions ces armes plus que ces armées, puisqu'on ne leur a pas donné de soldats, enfin en tout cas pas officiellement, n'ont pas été... La formation qui a été prodiguée à l'armée ukrainienne, la disparité du matériel et le fait surtout que nous, occidentaux, n'avons conduit depuis 20-30 ans que des guerres asymétriques, notre vision de la guerre que nous voulions leur inculquer n'était pas la bonne par rapport aux Russes, dans le cadre d'une guerre précisément de haute intensité. Alors tout à fait, et c'est pour ça d'ailleurs que le sous-titre de mon livre, c'est « Comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec ». Parce qu'en réalité, on a sous-estimé tous ces facteurs, tout ce que vous avez évoqué. Ce qui est intéressant, et je le cite dans mon livre d'ailleurs, c'est que les militaires ukrainiens qui ont été en formation en Allemagne, en France et ailleurs, disaient, mais en fait, les formateurs allemands, français ou britanniques ne nous enseignent pas la guerre telle que nous la pratiquons en Ukraine. Ils ne savent pas les conditions dans lesquelles on se bat. Et donc on les a formés en Occident. Alors, les Ukrainiens avaient beaucoup de confiance et d'attente vis-à-vis de l'OTAN. D'ailleurs, on l'entend très bien lorsque Zelensky, dès juin 2022, en fait, dit maintenant on dépend de l'OTAN. Donc les attentes sont absolument énormes et les Ukrainiens ont le sentiment que l'aide de l'Ukraine, de l'Occident, ou de l'OTAN, va être déterminante pour atteindre la victoire qu'on promet déjà et la défaite de la Russie. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on dit OTAN, mais en réalité, ce n'est pas vraiment l'OTAN, c'est les pays de l'OTAN. Et je pense que c'est important de faire cette distinction. L'OTAN, c'est une organisation, si vous voulez, c'est une structure qui, quand elle agit ou quand elle fonctionne, alors maintenant, je simplifie un peu le propos, elle fonctionne comme un seul homme. Mais les pays de l'OTAN... On a beaucoup vu M. Stoltenberg, quand même. Oui, on l'a beaucoup vu, mais on l'a vu... On le voit moins. Mais... Si vous remarquez, il n'a pas le même poids que Mme von der Leyen. Bien sûr. Parce que Mme von der Leyen, elle peut décider d'attribuer des fonds, etc. Bon, il faut quand même que les fonds soient là, mais en gros, elle peut décider d'attribuer des fonds, de financer, elle peut prendre des décisions de portée politique. Stoltenberg ne peut pas. Et ça, c'est très important de comprendre. Stoltenberg, il est en fait le porte-parole de l'OTAN. Parce que le chef d'orchestre de l'OTAN sont les États-Unis. D'ailleurs, l'OTAN a été construit autour de la capacité nucléaire américaine. Et on retrouve, d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand vous regardez la structure militaire de l'OTAN, c'est toujours un Américain qui la commande. Bien sûr. C'est invariable, et pour une raison bien simple, c'est que
la raison d'être de l'OTAN, c'est d'apporter la capacité nucléaire américaine. Et par conséquent, il est assez logique que ce soit un militaire américain qui commande. Et donc, ça veut dire que quand ce sont des pays de l'OTAN, là, on a quelque chose qui est beaucoup moins monolithique. Chaque pays a sa propre doctrine, sa propre manière d'aborder les choses, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé, d'ailleurs. Les conditions de formation, par exemple, des soldats ukrainiens a différé d'un pays à l'autre. C'est pas vraiment l'OTAN qui a formé, c'est des pays de l'OTAN, chaque pays apportant sa propre culture militaire. Exactement. Ouais. Et ça n'a pas contribué à former cette cohérence opérationnelle qu'il aurait fallu. Il n'y a plus vraiment d'ailleurs, et vous l'avez évoqué dans votre question, c'est que les pays occidentaux, depuis 1990, n'ont plus été engagés dans des combats conventionnels, comme on dit. Ils ont été engagés dans des combats contre des forces, des guérillas, enfin des insurrections, des insurgés, les talibans, etc., etc. Avec des contextes opérationnels très différents. D'abord, pour simplifier les choses, c'est des adversaires qui n'avaient pas de force aérienne. Bien sûr. Donc on n'a pas besoin de capacité anti-aérienne, puisque ce n'est pas une menace. C'est des adversaires qui n'avaient pas d'artillerie. Donc on n'a pas besoin de se préoccuper etc., etc. Et les matériels d'ailleurs qu'on a fournis, typiquement les Césars pour prendre cet exemple, mais j'aurais pu prendre les M777 américains. Ou les AMX. Ou les AMX RC, des 10 RC, sont des équipements qui ont été conçus pour un environnement de guerre de moyenne ou basse intensité. Et par exemple, typiquement, les M777, je mentionne dans mon livre, ils ont été mis dans un contexte où ils doivent tirer tellement souvent que le canon s'use beaucoup plus vite parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça. Résultat des courses, on a des canons qui perdent très rapidement leur précision. Mais quand on parle de perdre sa précision, on est tout d'un coup à des canons qui tirent à 70 mètres d'écart. Je veux dire, c'est des écarts considérables. Alors qu'à l'origine, ça doit être des canons de haute précision, n'est-ce pas ? Mais pour des cadences de tir beaucoup moindres. En Afghanistan et en Irak, les Américains tiraient une fraction de ce que tirent les Ukrainiens par jour en Ukraine. Donc on se trouve avec des armées qui sont des armées occidentales qui forment les Ukrainiens pour une guerre qui est très différente de celle que connaissent les Ukrainiens. Très différente en intensité, très différente dans l'utilisation des matériels. J'ai évoqué les matériels d'artillerie. Des très bons matériels d'ailleurs qu'on leur a fournis. Les Césars étaient d'excellents matériels, mais conçus pour un environnement très différent. Et donc, on a... Je crois que les AMX et RC sont arrivés sur le front, me semble-t-il, l'hiver dernier, avec des roues, alors que des roues dans le Donbass en plein hiver. Alors, il y a cet exemple-là. En plus, pendant la Rasputitsa, voilà, c'est-à-dire la boue. En plus, il y a très peu de... C'est un véhicule qui est faiblement blindé parce qu'il a été conçu comme un véhicule d'exploration, de reconnaissance, et non pas comme un véhicule de combat, alors que les Ukrainiens, ils les ont reçus. Ils avaient un canon de 105 mm, ce qui est quand même pas négligeable, mais qui, aujourd'hui, le standard pour les chars de combat, c'est 120 mm, voire plus. Or, un canon de 105, c'est pas encore exactement ce qu'il faut déjà au point de vue de la puissance de feu. Mais en plus de ça, on a un appareil, un engin qui est très léger et donc très vulnérable aux tirs d'artillerie, très vulnérable à peu près à tout ce qui tire. Donc, on est avec vraiment une armée vraiment de type patchwork que nous avons apporté. Et c'était d'ailleurs un peu la raison du livre, parce que finalement, on a un peu triché avec les Ukrainiens, parce qu'on leur a fait miroiter une aide, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle a été vendue entre guillemets dans nos médias, comme quoi ça allait être vraiment, on allait voir ce qu'on allait voir avec les matériels occidentaux, etc. Or en réalité on leur a donné du matériel qui était du matériel de surplus, qui était inadapté pour ce théâtre d'opération, et en plus qui était des appareils qui nécessitent des doctrines d'emploi très différentes.
Par conséquent, les Ukrainiens n'ont jamais eu l'occasion d'avoir une cohérence opérationnelle, la même cohérence opérationnelle que les Russes. Et ça, sans parler de l'intégration de tous ces armements dans des systèmes de conduite. Quand on regarde, et les Russes ont fait d'ailleurs des efforts, des bons considérables durant cette guerre en Ukraine, ils ont identifié ce problème-là, et je l'explique dans mon livre parce que j'avais étudié la chose à l'époque. Ils avaient constaté déjà à la guerre en Afghanistan qu'il leur fallait une meilleure intégration des moyens de reconnaissance et des moyens de feu, de façon à ce que l'intervalle entre la détection d'un objectif et l'arrivée du feu soit le plus court possible. Alors on était dans les années 80, il y avait des solutions technologiques qui n'étaient encore pas celles d'aujourd'hui, et ça s'est développé considérablement. Mais alors, pendant la guerre d'Ukraine, ils ont mis un effort considérable là-dessus, de façon à ce que même chaque officier, pratiquement, a un petit terminal pour diriger le feu d'artillerie. Donc on a une intégration presque parfaite. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, parce que de nouveau, dans ce bas monde, rien n'est parfait. Mais on a une intégration presque parfaite entre ce que veut l'officier sur le terrain et puis les capacités opérationnelles derrière. Et donc tout ça est pratiquement totalement intégré. Les Ukrainiens avaient des difficultés parce que déjà à cause des générations différentes, ils n'arrivent pas à intégrer tous ces éléments dans une même structure de conduite. Et donc il y avait, dès le départ, on pouvait déterminer que les Ukrainiens partaient avec un handicap, et en particulier avec le matériel occidental. Paradoxalement, le matériel occidental, il a porté sans doute des matériels de bonne... J'ai moi-même été commandant d'un bataillon, enfin en France on dirait un régiment de chars Léopard, c'est Léopard 2, exactement ceux qui sont en Ukraine. C'est un excellent matériel, mais il n'est pas conçu pour combattre dans cet environnement-là. Il était conçu pour l'environnement d'Europe centrale. Et donc, ça veut dire qu'on a, malgré tous les efforts qu'on puisse avoir, il est difficile de faire un tout intégré. Et on a porté finalement une vulnérabilité dans l'armée ukrainienne avec tout ça. Au début de votre carrière, me semble-t-il, vous avez... un de vos rôles était d'observer les mouvements des troupes russes de l'autre côté du rideau de fer. Et donc vous avez étudié, à cause de ça, la doctrine établie, la Frunze, enfin l'école de guerre russe. Est-ce que vous pensez finalement qu'avec cette guerre en Ukraine, d'autres experts ont un peu péché parce qu'ils n'ont pas ouvert leur livre d'histoire ? C'est un peu ça. Et on a vu en particulier les médias français, du côté américain, on a généralement une meilleure approche de ces questions militaires. C'est probablement aussi que ça a à voir avec la formation, mais je ne veux pas aller trop en avant là-dedans. Toujours est-il qu'en France, on a eu beaucoup de militaires qui n'avaient pas l'expérience, probablement même de la conduite, qui n'avaient pas nécessairement la compréhension d'un champ de bataille comme celui de l'Ukraine. Et j'avais été surpris de voir un de vos compatriotes, un colonel, c'est le colonel Goya, si ma mémoire est bonne, qui était interviewé ou audité par une commission du Sénat, qui s'étonnait que la Russie n'utilise pas la doctrine française. Voilà. Donc, on a un peu l'impression que c'est des analyses un peu hors sol, quelque part. Et quand on étudie la manière dont les Russes ont abordé ce conflit, on est obligé de revenir sur la manière dont eux comprennent la guerre, dont eux conçoivent les opérations. Et contrairement aux Occidentaux, ils ont une étude ou un intérêt pour les expériences de la Deuxième Guerre mondiale qui est absolument considérable. Et il y a d'ailleurs de très nombreuses revues, et d'ailleurs c'était même le cas durant la guerre froide. J'étais très surpris de voir, par exemple, pendant la guerre en Afghanistan, qu'il n'y avait évidemment pas les forums de discussion qu'on a aujourd'hui sur Internet, parce que ça n'existait pas. En revanche, dans les revues militaires,
vous aviez des officiers qui discutaient les tactiques utilisées en Afghanistan, qui les critiquaient, qui proposaient, etc. Il y a eu une grande ouverture d'esprit sur la manière d'aborder la chose militaire et à la lueur des expériences. Parce qu'à part ça, quand les Russes, ou les Soviétiques, devrait-on dire, sont allés en Afghanistan, ils avaient déjà l'expérience du Caucase avec les guerres contre les Basmachi dans les années 20, etc. Il y avait beaucoup de choses qu'ils ont repris de ça. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'on dit, la guerre russe en Afghanistan n'a pas été l'échec qu'on a bien voulu montrer en Occident. Il y a eu une première phase en Afghanistan qui a duré 2 ou 3 ans, pendant lesquels, parce qu'ils sont entrés en Afghanistan avec une armée, alors ils se retrouvaient avec le même problème que les Occidentaux. Exactement, ils sont arrivés avec une armée qui n'était pas conçue pour une guerre. Ils sont arrivés avec une armée, la 40e armée qui venait du district militaire Turkestan, est arrivée en Afghanistan, mais elle était conçue pour une guerre conventionnelle. Puis tout d'un coup, ils se sont trouvés face à exactement. Et donc, il a fallu restructurer. Alors, ce qui est intéressant, aussi, c'est de voir la manière dont ils arrivent à intégrer les leçons du combat dans les modifications structurelles. Et ça s'est fait aussi, d'ailleurs, pourtant, elle a duré même pas 2 ans pour l'instant, et on voit déjà comment ils intègrent les leçons. C'est très rapide. C'est très rapide. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement à ce propos, vous me rappelez un ouvrage qui était sorti peu après la guerre en Afghanistan, après le retour qui avait été justement fait par l'Académie militaire russe, qui racontait donc l'eurotex de la plupart des régions sur les opérations qui s'étaient passées. Et il y avait une autre partie qui était le côté moudjahidine, c'est-à-dire qu'ils avaient récupéré la façon dont combattaient les Afghans et la façon dont eux avaient combattu les mêmes batailles. Ils avaient fait 2 livres. Les Américains ont attendu plus de 15 ans avant de faire traduire ces livres. C'est à l'époque du général Petraeus, donc on a commencé à avoir une nouvelle philosophie du combat, le fameux Coin. On s'est dit, ça serait peut-être pas idiot de regarder ce qu'écrivaient les Russes à propos des mêmes combats. Les Américains étant alliés à l'ANA, les Russes, c'était l'armée nationale aussi. On investissait un tel village, il y avait des habitudes de combat. Voilà. En gros, rien n'avait quasiment changé. Et les Américains ont fini par publier. Vous savez, c'est Churchill qui disait les Américains finissent par bien faire les choses après avoir essayé tout le reste. Donc là, ils avaient pris, et je me souviens que les officiers à la veilleuse le soir lisaient l'eurotex des Russes. Ça s'appelait The Bear Went Over the Mountain. Ils l'avaient intitulé comme ça. L'ours russe a traversé la montagne. Et The Other Side of the Mountain, c'est-à-dire la version de Moudjahidine. Tout à fait. Et on remarque quand même qu'il y a une réflexion. Et sur cette guerre en Ukraine, ce qui est assez étonnant, c'est que et après on va critiquer aussi un peu cette armée russe parce qu'elle a aussi beaucoup de défauts, mais voilà, elle a une capacité de réaction qui me semble plus rapide que nous. Alors tout à fait, et même pendant la guerre froide, moi j'avais fait d'ailleurs, j'étais dans les services de renseignement à l'époque, mais j'avais fait toute une étude sur la manière dont les Russes se battaient et de la manière dont les Moudjahidines se battaient dans les montagnes. Parce que dans la littérature russe, ils étudiaient, ils décortiquaient tout ça. Et c'était parfaitement accessible au public, d'ailleurs. Ils montraient les techniques des Moudjahidines, la manière dont on pouvait le contrer, etc. Et on était à une époque où c'était beaucoup plus, rudimentaire, plus rustique. Oui, mais il y avait les histoires de tribus qui sont éternelles. Tout à fait. Et jouer les dynamiques entre les tribus, c'est ce que les Américains ont essayé de faire après, ce que les forces spéciales françaises aussi ont fait. Tout à fait, mais ça, si vous regardez la manière dont les Russes ont travaillé en Afghanistan, les 2 premières années, ils ont un peu balbutié avec des structures qui n'étaient pas adaptées. Mais quand vous regardez la structure de la 40e armée quand elle entre en Afghanistan en 1979, et quand vous regardez cette même armée qui sort 10 ans plus tard, même avant 10 ans plus tard, même en 83, vous regardez cette même armée, c'est 2 structures totalement différentes. Et est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose en Ukraine aujourd'hui ? Alors c'est moins marquant parce que l'armée russe a été conçue pour la défense du pays. Et donc pour se battre sur un terrain qui est finalement le terrain où elle se bat actuellement, en réalité. On est sur ces grandes plaines, alors peut-être ils prévoyaient de se battre un peu plus au nord pour la défense du pays, mais en gros, on est sur le même type de terrain. Donc on est sur des terrains très plats, où les chars très bas,
D'ailleurs, c'est pour ça que quand je mets dans mon livre un certain nombre de profils pour montrer combien il y a une déconnexion dans le matériel qu'on a envoyé. Tous nos blindés sont très hauts, bien sûr, tout simplement parce qu'ils sont destinés à opérer dans un terrain plus vallonné, n'est-ce pas ? Et pour les Max Pro que vous avez évoqués, on a... quand vous êtes en combat, vous devez être un peu plus haut pour voir les terroristes, etc. Oui, tout à fait. Alors que quand on compare avec les... Très blindés en dessous. Très blindés en dessous, exactement. Et les IED. Tout à fait. Alors, quand vous regardez les BMP russes, c'est au contraire extrêmement bas. C'est quasiment des ogives. Voilà. Oui. Et ça les rend très difficiles à détecter à grande distance, parce que le terrain est très plat. Donc ces engins sont beaucoup plus trapus, beaucoup plus difficiles à observer. Et ils ont un canon qui est très près du haut de la tourelle, donc ils peuvent tirer pratiquement sans avoir de silhouette vulnérable. Donc, ils ont un matériel qui est adapté à ce terrain-là, n'est-ce pas ? Et quand vous comparez le profil d'un char T-90 et d'un Léopard, par exemple, vous voyez une différence de hauteur qui est assez considérable et qui fait toute la différence quand il s'agit de détecter une cible et de tirer dessus. Oui. Voilà. Alors, dans ce cas-là, s'ils étaient adaptés, s'ils avaient fait des dizaines et des centaines de manœuvres, les Russes, depuis 50 ans, 60 ans, font des manœuvres dans ces coins-là. Pourquoi cet échec retentissant autour de Kiev, cette cacophonie, cette année 2022 où ils se retirent de l'est de Kharkov, ils abandonnent Kherson pour finir par se fortifier derrière la ligne Surovikin. Quel était l'intérêt de faire ça ? Alors, d'abord, je ne pense pas que ça a été des échecs. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu des couacs au niveau tactique, parce que quand vous êtes à la guerre, il y a automatiquement un adversaire qui lui aussi n'est pas un idiot, donc automatiquement... Zaloujny leur a donné du fil à retordre autour de Kiev. Mais quand on regarde... Et c'est là peut-être qu'il faut faire la distinction entre les grandes flèches sur la carte et puis ce qui s'est passé dans le terrain. Si on regarde les grandes flèches sur la carte, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échecs. Et là, on est au niveau, ce qu'on appelle le niveau opératif, au niveau des opérations. Et là, Kiev n'était pas un échec. Kiev, je pense, a été un succès parce qu'il ne s'agissait pas, donc on parle bien du début de l'intervention russe. Et là, l'objectif des Russes était de fixer les réserves ukrainiennes. Les Ukrainiens avaient construit leur dispositif depuis début avril 2021 dans la région du Donbass. Et le Donbass était la zone d'effort principal des Russes. C'était d'ailleurs ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et c'était leur reconnaissance des deux républiques aussi, politiquement. Donc, oui, ça c'est un artifice juridique. En préambule à la déclenchement de l'opération. Mais là, on est sur des articles, on ne va pas entrer là-dedans parce qu'on est plus là dans l'artifice juridique qui permet de fournir de faire une intervention, si vous voulez, en jouant un petit peu sur les règles internationales. Mais on ne va pas entrer dans cette discussion. Si on revient au niveau opérationnel et les opérations, on s'aperçoit que l'axe d'effort principal est clairement le Donbass et que dans la doctrine russe, on attaque toujours avec un effort principal et des efforts secondaires. Les efforts secondaires ont pour objectif d'attirer l'adversaire, d'empêcher que l'adversaire se concentre contre notre effort principal. Fixer des troupes. Et fixer des troupes, exactement. Et c'est ce qui s'est passé avec Kiev. Il s'agissait d'esquisser une menace sur la capitale pour que les Ukrainiens considèrent que c'est un objectif suffisamment important pour que leurs réserves restent fixées à l'ouest du pays et ne viennent pas renforcer les forces dans le Donbass. Pourquoi les Russes font ça ? Tout simplement parce qu'ils savent que la force qu'ils envoient en Ukraine est numériquement plus faible que celle des Ukrainiens. Donc ils savent qu'ils sont en infériorité numérique. Donc ils ne peuvent pas se permettre le luxe d'avoir en plus un renforcement le long de leur axe principal. Et ça, c'est parfaitement réussi. Et quand on regarde les forces que
les Russes ont engagé aux environs de Kiev, c'est des forces qui... 20 000 hommes. C'est 20 000 hommes, entre 20 et 30 000 hommes, grosso modo. Ça permet, en tout cas, ça permet peut-être quelques immeubles dans Kiev, mais pas une ville comme Kiev. Non. D'ailleurs, ils avaient plus de troupes pour reprendre Mariupol. Donc, oui. Alors, est-ce que sur Mariupol, puisqu'on parle tactique, on parle opérationnel, est-ce que finalement les Russes ont utilisé 19 groupements tactiques est-ce que finalement les Ukrainiens, dans un premier temps, n'ont pas réussi finalement à fixer les Russes à Mariupol? Est-ce que le rôle d'Azov et des marines ukrainiens, en tenant cette ville, n'a pas servi d'élément? L'Ukraine aurait remporté une victoire, même si elle a perdu la ville in fine. Elle a empêché aussi des troupes russes de se déployer ailleurs. Oui et non. C'est-à-dire que vous a pas échappé que lorsque, dans son allocution du 24 février, donc le jour même de l'intervention, Vladimir Poutine a parlé de cette dénazification. Et cette dénazification, elle visait les forces, alors néo-nazis, etc. On va pas chipoter sur les termes, mais en gros, c'était ces forces dans le Donbass qui avaient été si brutales avec la population russophone du Donbass. Et Mariupol constituait un petit peu le symbole de cette force néo-nazie. C'est là d'ailleurs qu'est né, plus ou moins, c'est dans ce secteur-là qu'est né le régiment Azov. Azov, avec la mer d'Azov. La mer d'Azov, exactement. Et puis, il y a toute une série de symboles aussi dans les environs de Mariupol, etc. Les 3 épées, etc., qui sont fichées dans le sol, qui sont une symbolique d'ailleurs d'extrême droite extrêmement forte, qu'on retrouve dans les pays nordiques, etc. Donc on est sur des... Mariupol est vraiment une ville symbolique. Et les forces Azov, alors maintenant... depuis l'année passée, elles sont intégrées à l'armée régulière ukrainienne, mais à l'époque, elles sont encore une force paramilitaire. Et c'est des forces qui n'ont pas été vraiment conçues au départ pour du combat conventionnel ou du combat conventionnel ou classique, si vous voulez. C'est des forces qui ont été plutôt destinées à une sorte de contre-insurrection, maintien de l'ordre musclé, si on peut simplifier les choses. Elles sont, ces forces ultranationalistes sont nées de l'incapacité de l'armée ukrainienne à tenir le terrain, à vouloir se battre au Donbass. Et vous avez évoqué ça, ça a été la raison pour laquelle j'ai été envoyé en Ukraine à ce moment-là, c'est que l'armée ukrainienne, elle était traditionnellement composée de toutes les minorités qu'on trouve dans l'armée ukrainienne. Et en 2014, les soldats russophones n'avaient aucune intention d'aller se battre contre des russophones en face. Et ça a créé toute une série de problèmes au sein de l'armée ukrainienne qui a nécessité une restructuration. Et c'est pour ça que l'armée ukrainienne a demandé à l'OTAN de venir. Et puis, parallèlement, ça a amené à la constitution d'unités paramilitaires, on pourrait dire fanatisées quelque part, beaucoup plus impliquées politiquement, des forces plus politiques en quelque sorte, de façon à faire un combat contre ces rebelles ou ces autonomistes du Donbass, qui étaient finalement des gens relativement mal armés au début. Et qui ont acquis d'ailleurs, parce que quand j'étais dans l'OTAN, j'étais responsable aussi de la lutte contre la prolifération des armes légères, et une des tâches de mes tâches avait été de surveiller... Vous étiez en Ukraine. Sur l'Ukraine, oui. Quand vous étiez en Ukraine. Voilà, et de voir un petit peu d'où provenaient les armes des autonomistes. Voilà. Je préfère autonomistes que séparatistes, parce que les 2 républiques du Donbass, y compris dans les accords, et surtout dans les accords de Minsk d'ailleurs, ne revendiquaient qu'une autonomie. Ils ne revendiquaient pas d'être séparés de l'Ukraine. C'est important. Et dans les accords de Minsk, on parle d'autonomie. Et d'ailleurs, quand vous regardez les régions, par exemple l'oblast de Lugansk. Lugansk, c'est le mot russe, mais en ukrainien, c'est Luhansk. Dans les accords de Minsk, c'est écrit Luhansk, donc ukrainien. Donc l'idée, c'était de maintenir cette république
dans le giron ukrainien, mais dans une structure de gouvernance qui aurait été finalement assez proche de ce qu'on a en Suisse avec les cantons, c'est-à-dire avec une certaine autonomie au niveau des langues, au niveau des écoles, etc. Mais sous la houlette de Kiev. Bien sûr. Donc ce n'étaient pas des séparatistes, c'était bien des autonomistes. C'est pour ça que je préfère ce terme. Mais bref. Jacques Beau, on va quand même essayer de... Parce qu'on a bien compris, donc Azov, la défense de Mariupol, symbolique, énorme symbole, ça ne répond pas à la question précédente qui était pourquoi cette armée russe, habituée à ces plaines, ayant un matériel adapté, étant, comme vous nous l'avez dit, dans l'art de la guerre, cohérente, on arrive 2 ans plus tard à une situation d'un front quasiment figé. Oui. Alors, on ne récupère que des kilomètres carrés, voire des centaines de mètres carrés. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai parlé des grandes flèches sur la carte, et au niveau des grandes flèches, je pense qu'en gros, on n'a pas d'échec à proprement parler. Au niveau plus bas, c'est-à-dire sous les grandes flèches, au niveau tactique, les choses ne sont pas toujours passées de manière très harmonieuse. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens sont très rapidement enterrés au début de l'intervention russe, et les Russes avaient une structure de force, ces bataillons tactiques ou ces groupements tactiques bataillonnaires, étaient des unités qui étaient finalement conçues pour le mouvement, pour une guerre de mouvement. C'était conçu pour faire la poussée, par exemple, typiquement, la poussée qu'on a vue au nord de l'Ukraine jusqu'à Kiev. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de combat, là, pratiquement. Ou celle à Kherson, ou celle à Mariupol par Berdiansk. Alors voilà, c'est ça, exactement. Donc on a poussé très très vite, il n'y a pratiquement pas eu de combat, on fonctionne selon le principe de l'eau qui coule, comme on dit en allemand, c'est-à-dire qu'on passe entre les points d'appui ukrainiens et on ne combat pratiquement pas. Mais il arrive un moment où, une fois que vous avez passé tout, vous avez contourné tout ça, il arrive un moment où vous devez quand même vous battre avec les gars qu'on a contournés. Et c'est là où les Russes sont trouvés un peu faibles, parce que leurs groupements tactiques bataillonnaires sont très mobiles, ont une puissance de feu énorme, ont une mobilité énorme, mais ont très peu de troupes. Très très peu. Et alors, dès qu'on est dans un terrain difficile, dès qu'on est dans une zone urbanisée, dès qu'on est dans une zone forestière, eh bien là, tout l'avantage de ces bataillons se perd. Et ça, c'est un problème que les Russes ont identifié, et c'est un problème auquel ils ont essayé de remédier. Mais ça fait partie de ces leçons apprises qu'ils ont essayé d'introduire dans le... Donc, si vous voulez, l'armée russe, elle n'est pas parfaite, elle a été conçue pour un type de théâtre d'opération. Elle n'a pas été conçue pour se battre contre des ennemis enterrés, d'une certaine manière. Elle a été conçue pour se battre... De nouveau, c'est une armée qui a été conçue pour répondre à une attaque de l'OTAN. C'est ça l'idée de base. Or, cette attaque de l'OTAN, elle n'est pas avec des gens enterrés, elle est avec des gens mobiles. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, avec ces hordes à l'assaut, ce déferlement, avec quelques points de crispation, des batailles importantes, mais autour une plaine qu'on franchit largement... Alors oui, de plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Je pense que les leçons de la Deuxième Guerre mondiale, surtout les leçons de la deuxième partie de la Grande Guerre patriotique, à partir du moment où les Russes ont commencé à attaquer le Troisième Reich. Oui, de ça. Oui, tout à fait. Donc on a tout à fait ça, exactement, et on a des sortes de remakes de certaines de ces opérations, dans la structure des opérations, dans la structure des forces qui sont utilisées. Et c'est là où, d'ailleurs, l'étude de l'histoire est très intéressante pour comprendre la manière dont les Russes comprennent la guerre. Donc ça c'est un premier point. Donc, pour parler de ce front figé, pour revenir à ce que vous avez dit, ce qui s'est passé, c'est qu'après les Russes n'ont jamais eu l'intention de prendre toute l'Ukraine. Ça, je pense que c'est assez clair. D'abord parce que toute la partie occidentale de l'Ukraine est extrêmement nationaliste. Elle est de tradition presque germanique, pourrait-on dire, parce que finalement, elle a son histoire dans l'ancien empire austro-hongrois.
Et c'est sans doute la partie dans laquelle... c'est une partie d'ailleurs qui a continué à se battre bien après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est là où on trouve Loon, Loon, exactement. Les partisans nationalistes ukrainiens, exactement, qui combattent jusqu'en 54, hein, je crois. Même plus tard. Oui. Même plus tard, on peut dire presque jusqu'au début des années 60, comme dans les pays baltes d'ailleurs, avec d'anciens SS, hein, les anciennes unités Wehrwolf, les loups-garous. D'ailleurs, quand vous regardez les insignes des forces spéciales ukrainiennes, elles ont le symbole du loup-garou. C'est les Wehrwolf. Et c'est l'idée du combat de partisans dans ces immenses forêts, etc. Et les Russes, je pense, ont compris ça, parce que ça, ils l'ont expérimenté déjà au début de la guerre froide, donc ils connaissent. Et je pense qu'aujourd'hui, les Russes n'ont absolument pas l'intention de s'aventurer dans une zone où ils seraient dans une zone de guérilla permanente pendant 20 ans. Donc l'idée était certainement d'arriver peut-être jusqu'au Dniepr, peut-être, ou quelque chose comme ça, mais... Contrôler l'est du Dniepr et laisser l'ouest. Voilà, grosso modo, c'est ça. Odessa, ou la partie russophone, disons, avec Odessa encore. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers, mais je pense que c'est un peu ça. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils aient eu l'intention d'aller au-delà. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils savaient qu'il faudrait passer à une autre forme de combat et passer à un combat plus défensif. Et c'est ce qu'ils ont fait à partir d'octobre 2022, où le général Sourovikine a dit, à partir de maintenant, on ne fait plus de grandes opérations, on a terminé avec notre avance, et maintenant on s'arrête et on grignote l'armée ukrainienne, on la laisse venir. On commence l'attrition. Pardon ? L'attrition. C'est l'attrition. Tout à fait. Puisque ça correspond au début des frappes sur les installations électriques ukrainiennes, dans la profondeur, avec les drones Shahid, avec les missiles Kinjal, etc., etc. Ça correspond à tout ça. Donc il y a une attrition au niveau du matériel, et c'est effectivement ce que les Russes font en attaquant certains centres électriques, de façon à obliger les Ukrainiens à utiliser des armes antiaériennes, et de façon à ce que les Ukrainiens épuisent leur capacité de défense antiaérienne. Et puis, accessoirement, il y a, alors, typiquement la bataille de Bakhmout, qui a été... J'allais y venir. Et les Russes ont dit dès le départ que Bakhmout serait un hachoir à viande. Donc c'est vraiment l'idée, on les laisse venir et on les détruit. On laisse venir et on détruit. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont répété à des dimensions différentes sur d'autres zones du front. L'idée étant que les Occidentaux aidant l'Ukraine, ils allaient dire ça va être un combat sans fin, donc on ne va pas commencer à aller se mettre dans une zone où on va être nous-mêmes en difficulté pour des raisons de partisans. On les laisse venir et on détruit tout simplement. Et c'est la création de cette ligne Sourovikine qui est difficilement pénétrable, comme on l'a constaté, puisque les Ukrainiens se sont cassés les dents depuis... Elle n'a pas été pénétrée, d'ailleurs. Elle n'a pas été pénétrée du tout. C'est-à-dire c'est une ligne en trois zones, si vous voulez. Vous avez une première zone. Et on a intéressant, je mets d'ailleurs dans mon livre, il y a des publications intéressantes qui ont été faites dans les revues militaires russes, qui décrivent très très bien cette ligne. Donc c'est une première zone qu'on appelle zone de couverture, qui est une zone assez large d'ailleurs, dans laquelle l'adversaire est identifié, si vous voulez, et ses moyens principaux sont détruits. Et puis ensuite, il y a une deuxième ligne qui est une ligne de défense à proprement parler. Donc c'est des renforts, des fortifications, des renforts de terrain, etc. Exactement. De façon à ce que là, si quelqu'un parvenait à traverser la zone de couverture, eh bien, il serait bloqué. Oui. Et puis il y a une troisième zone que les Russes appellent zone d'attente, dans laquelle se trouvent des unités mobiles prêtes à intervenir, de façon à ce que si la ligne de défense est percée, eh bien on intervient tout de suite avec un ou plusieurs éléments et on joue comme ça avec plusieurs éléments, la ligne de défense faisant office de filtre en quelque sorte, et il y a des forces d'intervention qui viennent et qui détruisent ce qui aurait pénétré. Voilà. Et ça se situe sur une largeur de entre 30 et 100 km de profondeur. Donc c'est assez considérable. Est-ce qu'on peut dire, avec le recul qu'on a un petit peu maintenant sur la guerre ukrainienne, que finalement Bakhmout, qui d'après beaucoup d'experts n'avait aucun intérêt stratégique, mais
Ils avaient un petit peu oublié que Verdun n'avait aucun intérêt stratégique, Tout à fait, et même que Stalingrad n'avait aucun intérêt stratégique. Et souvent, les zones sans intérêt stratégique peuvent s'avérer difficiles. Est-ce que vous pensez que Bakhmout est peut-être le Stalingrad ukrainien, dans le sens que l'Ukraine a usé ses bonnes troupes qui n'ont pas pu être utilisées pour la contre-insurrection, pour la contre-offensive? La contre-offensive, oui. Est-ce qu'on pourra dire ça plus tard, quand on écrira sur la guerre en Ukraine? Je pense qu'on peut déjà le dire. Ouais. Et ce qui est intéressant à propos de la bataille de Bakhmout, c'est qu'on sait, et on le savait déjà à l'époque d'ailleurs, je crois même que je l'avais indiqué dans mes ouvrages précédents, qu'il y a eu une discordance au sein de la conduite, ukrainienne. Zelensky voulait... Le problème de Zelensky, c'est de montrer aux Occidentaux qu'il se battrait mordicus pour chaque mètre de terrain. Et donc, qu'il fallait tenir chaque mètre carré. Voilà. Et que c'est en fait cette détermination à tenir sur laquelle il basait la volonté des Occidentaux de l'aider. Et le général Zaloujny, qui aujourd'hui semble être tombé en disgrâce d'ailleurs, le général Zaloujny, lui, est un militaire. Et pour lui, il sait que rester dans Bakhmout, c'est gaspiller des troupes parce que finalement elles se feront tuer là, alors qu'on ne gagne pas grand-chose parce que Bakhmout, c'est pas très utile. Les Américains d'ailleurs allaient dans le sens de Zaloujny. Mais bien sûr. Au début de la bataille. Bien sûr. En novembre, ils avaient dit ne vous accrochez pas à Bakhmout. Voilà. Si vous lisez mon livre Opération Z, vous verrez, pourtant il a été écrit il y a plus d'une année, j'écrivais exactement ça d'ailleurs. C'est bien pour ça. Voilà, c'est ça qui est assez amusant d'ailleurs. C'est que l'analyse du terrain, faite une analyse opérative du terrain, montrait que Zaloujny avait raison et qu'il aurait mieux valu abandonner Bakhmout, qui ne valait pas grand-chose, mais préserver des troupes, regrouper ces troupes, quitte à faire avoir le potentiel pour faire une contre-attaque, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme vous l'avez dit, Bakhmout a en fait avalé le meilleur des troupes ukrainiennes, et ça leur a manqué pour la contre-offensive plus tard, même d'une manière générale, parce que les premières troupes que les Ukrainiens ont engagées, c'était celles qui étaient le mieux formées. Aujourd'hui, ce qui arrive sur le terrain, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui le disent, ce qui arrive sur le champ de bataille, c'est des gens qui ont été recrutés à la va-vite, qui sont formés très sommairement, souvent mal et insuffisamment, et qui arrivent sur le terrain un petit peu comme ça, par hasard. Et les premières troupes, les troupes qui étaient engagées à Bakhmout, étaient au contraire des troupes aguerries qu'on aurait pu garder valablement pour la suite. Donc je pense que Zaloujny a compris la valeur d'un combat mobile, comme les Russes le concevaient d'ailleurs. Hein. La mobilité, c'est pouvoir vraiment jouer sur le terrain entre le feu et le mouvement. Et là où vous voyez que vous êtes trop faible, ça ne sert à rien de persévérer. Il vaut mieux vous retirer, regrouper les forces et recontrer. Et voilà. Je simplifie un peu le schéma, mais on est à peu près dans ce modèle-là. Et ça conduit d'ailleurs la défaite de Bakhmout et ce qui s'est passé après, parce qu'il y a eu d'autres défaites qui ont été, même d'ailleurs, la contre-offensive s'est déroulée un peu selon le même schéma, où Zelensky, dans le secteur de Rabotino, typiquement, Robotino, exactement, Zelensky voulait qu'on avance absolument. Il y a même un moment où, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il a donné l'ordre d'avancer de 500 mètres par jour. Alors, on voit bien, vous avez cité Verdun, on est à peu près dans la même situation, où on ordonne d'avancer de 500 mètres. Si les soldats n'avancent pas de 500 mètres, c'est qu'ils ont une raison pour ne pas avancer de 500 mètres. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas avancer. Et donc, on a la différence, et j'avais évoqué d'ailleurs cette problématique déjà dans mes ouvrages précédents, c'est la différence entre une conduite politique et une conduite militaire du combat. Du côté russe, Vladimir Poutine et les dirigeants politiques ne sont pas intervenus dans la décision militaire. C'est des décisions militaires. C'est des décisions de Sourovikine, de Gerasimov, tout ce que vous voulez, mais c'est les militaires qui décident des actions militaires. Je ne dis pas que les politiciens ne donnent pas des directives, parce que comme partout, c'est les politiciens qui donnent les grands axes, n'est-ce pas ? Mais les opérations sont conçues par les militaires. Or, c'est ce qui fait perdre Hitler sur le front de l'Est. Exactement. Cette détermination à vous ne reculerez pas contre l'avis de ses généraux, alors que Staline, à partir de Stalingrad, laisse un peu les coups des franches à Tchoïkov et ses généraux. Exactement. Donc on est exactement dans cette même situation. Il faut laisser les militaires faire la guerre, en quelque sorte. Et c'est la problématique qu'il y a eu en Ukraine, où Zelensky a voulu s'imposer par rapport aux militaires. Et puis,
aujourd'hui, on en voit les contre-coups parce que Zaloujny est un homme qui est très populaire parmi les militaires, d'ailleurs, parce qu'il est considéré comme étant un bon soldat, alors que Zelensky est un peu perçu comme celui qui est à l'origine de la défaite de Bakhmout, à l'origine de la défaite de cette contre-offensive, parce que Zelensky, il a d'ailleurs, certains ont dit que c'était trop tôt pour faire cette... Enfin, certains disent c'est trop tôt, d'autres trop tard pour la contre-offensive. L'histoire, on pourra juger ça de différentes manières. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est que la décision de contre-attaquer s'est faite par une pression politique, non pas par un jugement militaire. Et c'est là où, si vous voulez, ce hiatus entre militaire et politique s'est finalement accentué. Bien sûr. Et qui aujourd'hui a abouti, vraiment ces derniers jours, à la disgrâce de Zaloujny. Et probablement son éviction à un moment ou à un autre. Et probablement son éviction. On s'attend à chaque moment de savoir quand il va être vraiment officiellement saqué, quoi, comme Bien on dit. sûr. Dernière question, puisque le temps presse. Aujourd'hui, il y a quand même une recrudescence en Europe d'une certaine inquiétude. Les quelques avancées de l'armée russe et le fait que l'armée ukrainienne n'ait pas réussi sa contre-offensive montrent une certaine fébrilité en Occident, en France. Je pense les propos d'Emmanuel Macron ou du nouveau ministre des Affaires étrangères, Sébastien Séjourné, qui viennent appuyer l'Ukraine, qui viennent expliquer qu'on n'abandonnera pas, et avec en toile de fond l'idée que si l'Ukraine cède, l'Europe de l'Est va être envahie, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que chez les Russes, ça pourrait arriver? Il pourrait y avoir l'idée de reprendre les pays baltes, la Roumanie, la Pologne? Non, je ne pense d'abord, les pays baltes font partie de l'OTAN, donc les Russes savent très très bien que si on s'attaque à l'OTAN, on entre dans la potentialité d'un conflit qui prend des proportions beaucoup plus grandes, voire nucléaires. Et je pense que les Russes n'ont absolument... Les Russes, il faut bien comprendre, les Russes sont entrés en Ukraine à cause du non-respect des accords de Minsk. S'il y a une négociation et un accord à la fin de ce conflit, ils vont inclure d'autres éléments comme la question de l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN, etc. Ça, c'est certain. Mais la raison pour laquelle ils sont intervenus, c'est la question du Donbass. Donc il faut bien distinguer entre la raison pour laquelle les Russes sont intervenus et les objectifs qu'a priori, dont ils vont pouvoir récolter les fruits, ils vont pouvoir récolter les fruits de cette victoire pour atteindre autre chose. Ça, c'est une chose. Mais l'objectif... Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir peur de cette armée russe? Parce qu'elle sait quand même, elle devait se liquéfier. Je ne vais pas citer les propos de notre colonel Goya et autres que vous avez cités tout à l'heure, qui, il y a un an, prédisaient une dislocation de l'armée russe. Là... moi, je reviens d'un séjour sur le front de Bakhmout. Ce qui m'a impressionné, ce qui m'impressionne à chaque fois dans l'armée russe et aussi dans l'armée ukrainienne, c'est cette capacité de combiner la guerre des drones avec une bataille d'artillerie, avec des manœuvres de conquête de villes, avec une étude microscopique, on va dire, du champ de bataille et une capacité d'initiative. Aucune armée au monde, aujourd'hui, y compris les Américains, n'est capable de mener. Donc si l'armée russe et si l'armée ukrainienne s'écroule, qu'est-ce qui empêche les Russes d'aller plus loin? Oui, mais je ne pense pas que les Russes aient cette intention. Je ne pense pas. Vous les croyez? J'en suis convaincu même. Je ne pense pas que les Russes... Ils se sont sentis, à tort ou à raison, obligés d'intervenir en Ukraine pour aider leurs concitoyens ou leurs compatriotes. Voilà. Mais... Enfin, concitoyens, pas vraiment, puisque ce n'étaient pas des concitoyens. Mais je veux dire, par là, des Russes, des frères russes. Voilà. Ils se sont sentis obligés de le faire pour ces raisons-là. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu l'ambition qu'on leur prête, d'ailleurs depuis le début, de recréer une Russie impériale, une Union soviétique et que sais-je. Non, je pense que les Russes ont tourné la page de ces choses-là. La Russie, c'est la Russie. Et je ne pense pas qu'ils aient il n'y a rien qui indique, d'ailleurs, qu'ils aient l'intention de le faire. Et de nouveau, les risques de cette chose-là seraient tels. Et quand on voit d'ailleurs les précautions qu'ont pris les Russes,
dans cette opération spéciale, comme ils l'appellent en Ukraine, ils ont pris des précautions extraordinaires pour que le peuple russe ne souffre pas, pour qu'ils ne perçoivent même pas cette guerre. Alors que si tout d'un coup on se lançait dans une guerre contre l'Europe... Il y a plus de morts dans cette guerre que de morts en Afghanistan. Et on le sait bien, la question des morts en Afghanistan avait été un point important de ressentiment du peuple russe. Je ne suis pas persuadé que les choses aient été aussi loin que ça. Je crois qu'on a eu un discours occidental là-dessus. Je ne pense pas que ça ait l'importance qu'on en dit. Je ne veux pas dire que ça n'a pas eu d'importance, mais je ne pense pas que ça en a eu autant qu'on ait bien voulu le dire. Mais on va peut-être laisser l'Afghanistan de côté. Ici, oui, ça joue un rôle. Mais vous voyez, le soutien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'un côté des morts, mais on voit d'un autre côté que le soutien à Vladimir Poutine reste quand même très important. Ce qui veut dire que malgré les morts, malgré la perception qu'il y a quand même une guerre, malgré tout, eh bien, on garde la confiance dans le gouvernement. Mais ceci vient du fait que, et de nouveau, les derniers chiffres qui ont été publiés sur l'économie russe montrent que la guerre n'a pas affecté réellement le pays, en tout cas pas négativement. Et qu'au contraire, on a plutôt une économie qui se porte très très bien, et donc le citoyen russe ne voit pas d'inconvénient majeur à cette guerre, si ce n'est effectivement... Son style de vie n'a pas changé. Le style, il s'est même amélioré. N'existe à la pas. limite. Voilà. Bref, tout ce qui était... Si on était dans une guerre contre l'Europe, tout ça, il faudrait oublier. Donc on serait dans un modèle totalement différent, avec, comme je l'ai dit, l'épée de Damoclès nucléaire. Et ça, je ne pense pas du tout que ce soit dans l'esprit des Russes. Et je ne pense même pas que ce soit... Vous savez, on peut discuter, on peut faire beaucoup de commentaires et de critiques sur Vladimir Poutine, mais je pense que c'est quelqu'un qui est finalement extrêmement rationnel dans sa réflexion. Et que lui, et d'ailleurs il l'a dit à plusieurs reprises, et je pense que les faits le montrent aussi, il aurait préféré avoir des relations normales avec l'Europe plutôt que d'être dans la situation dans laquelle il est maintenant. Même si certains disent qu'il a salué les sanctions, etc. Alors, bon, je veux bien que les sanctions aient eu un impact positif. Mais enfin... Dans les grandes lignes, ils ont trouvé des méthodes pour les contourner. Mais je ne pense pas que ce soit le modèle qu'ils recherchaient, n'est-ce pas? Donc là, ça me semble important. Donc l'idée d'une guerre comme ça, personnellement, je trouve ça un peu pas très honnête intellectuellement, parce que dans le renseignement, puisque c'est un peu ma formation, l'idée qu'un pays aille en guerre, etc., c'est pas simplement... C'est pas tout d'un coup le sentiment qu'on a qui pourrait faire la guerre. C'est qu'on a des indices qui vont le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait voir des capacités ou quelque chose qui indique qu'ils ont l'intention de le faire. Or, en réalité, si on regarde ce qui se passe, le discours politique, ils sont certainement très virulents à propos de l'Ukraine, ils ont certainement des ressentiments à l'égard des Occidentaux, des sanctions, etc. Mais on ne voit pas très bien, on ne perçoit pas du tout dans leur discours l'idée de vouloir s'attaquer à l'Occident. On a plutôt l'impression qu'ils disent « Vous, l'Occident, vous ne nous voulez pas, tant pis pour vous, nous, on va du côté des Chinois. » Vis-à-vis des BRICS, ils nous prennent comme contre-modèle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes LGBT, vous êtes promoteur d'une société décadente, nous, on est la tradition... On respecte la famille, etc. Vous ne nous intéressez pas, grosso modo, vous ne nous intéressez pas. Nous, on a changé notre fusil d'épaule, on a passé le cap, et nous, on s'intéresse à autre chose. Donc, cette idée de peindre le diable sur la muraille me semble n'être qu'un artifice pour justifier finalement une guerre. D'ailleurs, on relaie finalement le discours de Zelensky. C'est ce qu'il a dit à Davos. Et donc, on essaye simplement de raviver un peu la flamme. On est en train de mener une guerre contre la Russie, et comme le disait d'ailleurs, c'est pas de moi, c'est un parlementaire américain, je crois que c'est Lindsey Graham qui disait finalement ça vaut la peine de lutter contre la Russie en soutenant l'Ukraine, parce que ça ne nous coûte pas une seule vie humaine. Ouais, Mitt Romney l'a dit aussi, le sénateur. Donc, c'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. Finalement, on fait une guerre, c'est pas nous qui mourrons.
il y a un certain cynisme d'après ça, et j'ai le sentiment que l'équipe de Macron est un peu dans ce type de réflexion. C'est très cynique, c'est-à-dire, vous les Ukrainiens, allez seulement vous faire tuer, allez au casse-pipe, et puis nous, on vous donne quelques munitions, puis vous y allez. Suffisamment pour survivre, mais pas suffisamment pour gagner. Voilà. Exactement. Et c'est en fait le dilemme dans lequel se trouve aujourd'hui l'Ukraine. Et on est actuellement dans ce moment charnière où les Ukrainiens, une bonne partie des Ukrainiens, constatent que l'aide occidentale n'a pas été à la hauteur des attentes pour personne, ni pour les militaires, ni pour les politiques, ni pour le peuple ukrainien, qu'en réalité, ils sont dans une situation où il y a peu de chances qu'ils aient cette fameuse victoire qu'on évoquait, et surtout, il y a très peu de chances que la Russie s'effondre. Et qu'aujourd'hui, au contraire, elle s'est renforcée, et même les journaux ukrainiens, la presse ukrainienne le reconnaît. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on s'est complètement fourvoyé sur l'évaluation qu'on avait de la Russie, et sur les perspectives de victoire. Donc, quand on entend Ursula von der Leyen à Davos, on se demande dans quel univers elle est, parce que même les Ukrainiens eux-mêmes ont constaté qu'on est diamétralement à l'opposé de ce qu'elle racontait. Et ça c'est en train de créer des tensions à l'intérieur de l'Ukraine qui sont extrêmement fortes, et qui sont si fortes que la pression à l'intérieur et la répression, pas seulement la pression, mais la répression, devient très forte contre tous les gens qui mettraient en doute la parole de Zelensky. Et donc, on n'a pas vraiment créé les fondements pour quelque chose de démocratique, mais on est en train de créer une espèce de Frankenstein totalement non démocratique. Mon confrère Vincent Hervouette, et je terminerai là-dessus, décrivait l'autre jour dans une chronique sur Europe 1 disait que Zelensky est en train de se transformer en Vladimir Poutine, quoi. Oui, c'est même pire que ça, parce qu'actuellement, aujourd'hui, effectivement, même les Américains le constatent. Il y a un certain nombre d'indices qu'on avait déjà l'année passée, puisque l'interdiction des partis d'opposition, tout ça était déjà venu en 2022. Oui. Simplement, ça a été masqué par notre narratif aussi. Et c'est là où on a poussé aussi l'Ukraine dans la mauvaise direction. Parce qu'au lieu de reconnaître les problèmes qu'il y avait déjà à l'époque, on a fait comme si ces problèmes n'existaient pas. On a glissé ça sous le tapis et on a laissé faire. Et finalement, on a laissé l'Ukraine glisser sur la pente descendante sans réellement résoudre les problèmes qu'il y avait. Parce qu'il y a un problème d'opposition. Et quand on parle d'opposition, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi culturelle. Comme l'Ukraine est un pays... Moi, j'ai plusieurs amis ukrainiens que j'ai connus d'ailleurs à l'OTAN, qui étaient des gens qui venaient plutôt de la partie occidentale, décidément, occidentale de l'Ukraine, mais qui s'exprimaient très bien en russe, qui n'avaient aucune animosité contre les Russes à en parler. Ils avaient très bien intériorisé le fait que c'était un pays composé de plusieurs cultures. Bien sûr. Et donc... religion aussi, orthodoxe. Et religion, exactement. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'opposition, elle s'est un peu focalisée sur la question russe-ukrainienne, et les partis d'opposition sont tout d'un coup, les partis russes sont devenus des partis d'opposition, et on a commencé très rapidement à les interdire parce qu'on était en situation de guerre. Je ne parle pas des autodafés de livres russes et les bibliothèques qui ont commencé à brûler tous les livres d'auteurs russes, etc., etc. Donc, on a glissé déjà depuis de nombreux mois, et je dirais même depuis 2022, à vrai dire, dans quelque chose qui n'est plus du tout ce qui représente, à mes yeux en tout cas, la démocratie ou un esprit démocratique, en tout cas les valeurs que l'on prône en Europe. Ce qui est intéressant, je fais une petite parenthèse, mais dans les zones conquises, dans les oblasts de Zaporozhye et de Kherson, moi j'ai pu le constater. Par contre, là, les Russes ont réintroduit des livres d'histoire où la notion de l'Holodomor, de la Grande Famine, est largement diluée dans l'histoire russe. Là aussi, il y a aussi on a arrêté d'enseigner. Bien sûr. Voilà.
Voilà, donc ça existe des deux côtés, quoi. Bien sûr, non, mais c'est évident. On est. Ceci étant, moi, de nouveau, comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas ici de jeter la pierre à l'un ou à l'autre. On est en situation de guerre. Quand on est en situation de guerre, on fait toujours attention à ce que la situation de guerre, c'est jamais une situation normale. C'est toujours une situation de déséquilibre. Donc, on veut éviter d'ajouter du déséquilibre au déséquilibre. Par conséquent, qu'il y ait des tentations totalitaires dans un pays en guerre, j'entends, on peut le déplorer, mais ça n'est pas vraiment surprenant. Que le SBU ou que le FSB de l'autre côté est un pouvoir incroyable, c'est aussi normal. Ça peut se comprendre. Oui. Le problème qu'il y a, c'est qu'en Occident, on a refusé d'admettre ça. Ce qu'on aurait pu admettre très normalement, j'entends, en se disant, c'est un problème qui est lié à la conflictualité, et il faudra y remédier en temps utile, mais c'est un problème. Et ça fait partie des choses que nous allons combattre, comme la corruption, comme tout ça. Médiatiquement, nous, on a refusé de regarder le problème. Mais on a refusé de regarder le problème parce qu'il a fallu créer un tout gentil et un tout méchant. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la réalité rattrape notre narratif et que celui qui est tout blanc ne l'est pas totalement. Celui qui est tout noir ne l'est pas totalement non plus, et puis qu'au contraire, il se porte finalement beaucoup mieux que celui qui est tout blanc. Et voilà. Donc, on arrive maintenant dans la phase où les contradictions s'affrontent. Alors, chez nous, c'est pas si important, mais ça commence à s'affronter en Ukraine. Et ça peut... Alors là, on va voir ce que nous disent, ce que racontent les prochains mois, mais... Je pense que c'est des périodes qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention parce que ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Alors, ces exacerbations de passion, de vision, etc., contradictoires au sein des pays, vous pensez que l'affaire Prigojine aussi était révélatrice de certaines contradictions au sein même de l'appareil russe ? Non, l'affaire Prigojine... Je termine là-dessus parce que... Oui. On en a déjà parlé d'ailleurs ici, une fois. Non, pour moi, c'est un épiphénomène. Et d'ailleurs, tout semble confirmer que c'était un épiphénomène. Qu'on est sur quelque chose qui était sui generis, c'était lié à la personnalité de Prigojine, de sa volonté de, peut-être pour des raisons simplement de profit personnel, de garder Wagner comme une entreprise, si vous voulez, travaillant pour la Russie et qui rapportait quelque chose. Aujourd'hui, Wagner, mais ça vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous l'avez vu sur place, c'est quelque chose qui s'est... en tout cas au niveau de l'Ukraine, enfin du théâtre d'opération ukrainien, qui s'est dissous à l'intérieur des forces, où les individus, mais les individus, c'est les individus, c'est pas une structure... Non, puis c'est des gens sous contrat, donc ils peuvent très bien arrêter d'être chez Wagner, moi j'en ai vu, et aller prêter leur service ailleurs. Voilà. Donc, c'est le principe du volontariat, parce qu'aujourd'hui on appelle ça volontaire, on n'appelle plus ça Tcheveka en russe, parce que ça veut dire société militaire privée, qui est devenu un peu un gros mot à cause de Wagner. Oui, mais alors... donc, ça a pris... Aujourd'hui, on appelle ça des bataillons de volontaires. Voilà. Alors, la société militaire privée, c'est un peu différent parce que c'est une structure. Oui. Et c'est introduire une structure dans une structure, c'est plus compliqué que d'introduire des combattants dans une structure. Bien sûr. Et peu importe la manière dont ils sont payés et la manière dont sont gérés les contrats. Et... C'est d'ailleurs une différence très importante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Wagner a utilisé uniquement pour Bakhmout. Parce que Bakhmout, si vous regardez la dynamique du conflit en Ukraine, Bakhmout, c'est un peu une bulle dans le truc. C'est pas du tout les concepts opératifs, etc. Il n'y a pas vraiment de concept opératif. On est dans la tactique pure. Ça a été géré par les gars de Wagner. On est dans le combat en zone urbaine. On est dans quelque chose qui est isolé du reste du front. Et quand on voit les structures de conduite, c'est pour ça que j'ai parlé d'ailleurs, je suis revenu sur les structures de conduite dans mon ouvrage, pour expliquer que Wagner n'était pas introduit dans les forces armées. C'est une unité qui était rapportée sur les forces armées,
mais qui a une structure de conduite distincte. Et c'est d'ailleurs cette structure pas intégration justement, mais c'est ce lien de subordination avec l'armée russe qui est à l'origine du problème de Prigojine. Oui, donc pas du tout une question structurelle liée à un état d'esprit de la société russe vis-à-vis de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, on a très bien vu que la Prigojine a été très peu suivi. Il a été Wagner en tant que structure a été très populaire parce que elle l'est toujours. Oui, ça je crois volontiers, parce que c'est un peu les super-héros, d'une certaine manière. Et donc il y a un mythe qui est sorti. Et Prigojine reste populaire aussi à cause justement parce que vous savez, quand il y a des guerres, ou même quand il y a des temps de paix, il y a toujours une sorte de distance entre l'état-major et le soldat de base. Ça, c'est classique. Et Prigojine a fait son miel de cette distance. C'est-à-dire, c'est pas seulement moi ce qu'on m'a raconté sur Prigojine. On m'a dit qu'il se contentait pas de venir faire la photo quand on avait conquis le rond-point ou la mine de sel à Soledar. Il restait une semaine à dormir avec les soldats. Donc il est devenu immensément populaire. Et Surovikin, plus populaire, mais Gerasimov, Shoigu, très distant, très distant. Mais voyez, il a vraiment fait son miel de ça. Vous avez le même phénomène pour la Deuxième Guerre mondiale avec une figure comme Patton aux États-Unis. C'est une grande gueule. Et qui fait chier l'état-major. Voilà. C'est la grande gueule. On a l'impression que c'est un peu, comme disent les Américains, un maverick. Donc une sorte MacArthur après. Une sorte de franc-tireur. Et puis finalement, Patton, quand bien même il était très aimé, très populaire, etc., on a fini par l'écarter parce qu'on a un peu l'impression qu'on n'arrive plus à le contrôler. Et Prigojine a joué un peu ce rôle-là, quand bien même il n'était pas à l'intérieur formellement du dispositif de l'armée russe. Mais il a joué ce rôle-là, donc il est très populaire, ça c'est une chose, etc. Mais quand il a fait son coup d'esclandre, il n'a pas été suivi par les politiques. N'est-ce pas ? Il y a eu des militaires qui l'ont acclamé, parce que c'était le gars qui voilà. Mais les politiques n'ont pas suivi. Et on a très bien vu que ça n'a déclenché aucun mouvement politique, parce que tout simplement, sa revendication n'était pas politique. Il avait la revendication d'un homme d'affaires qui voulait continuer à travailler avec le ministère de la Défense comme entrepreneur, si j'ose dire, et c'est là qu'était le problème. La raison pour laquelle on y a vu autre chose, c'est que on a le narratif occidental, depuis le début de la guerre, c'était que plus on fait durer le conflit, plus les Ukrainiens feraient durer ou résisteraient à la Russie, plus ce sera difficile pour la Russie d'accepter cette guerre. Et que plus elle dure, plus elle rend la Russie instable, et donc les chances de renverser Poutine sont grandes. Je simplifie le propos, mais on est à peu près là-dedans. Et quand Prigojine a fait son esclandre, et d'ailleurs on l'a très bien vu ici en Occident, tout le monde s'est dit, voilà, notre stratégie a fonctionné. Parce que la guerre, finalement, est rentrée en Russie. Est rentrée en Russie, ça déstabilise l'état d'esprit, ça provoque des réactions. Le problème, c'est qu'on a fait, comme toujours, la mauvaise analyse. On a analysé en fonction de nos préjugés, alors que la réalité était beaucoup plus prosaïque. Et en définitive, on voit que tout s'est passé, j'allais dire presque normalement, parce qu'après, il y a encore cet accident un peu bizarre. Oui, bon. On est dans le monde russe. Il y a encore des éléments de soviétisme. Je ne pense pas que ce soit ça. Staline est encore là. Non, mais même en admettant la version officielle du gars qui aurait joué avec une grenade, on reste dans quelque chose qui est finalement très, très russe quelque part. On a des fois des manières de réagir aux choses et aux événements qui est différente de chez nous. Jacques Beau, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez profité au moins pendant cette heure et demie, quasiment une heure d'entretien. Moi, j'ai trouvé ça passionnant en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Et d'ici là, bien, bonne semaine à vous. Au revoir.